Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la strongylosis. Nous rappelons une fois de plus qu'à l'Université virtuelle africaine de développement, on est préoccupé par quatre thématiques. Un, c'est la thématique de l'éducation. Une fois que les connaissances sont acquises, il faut les mettre en application. Donc pour cela, on se préoccupe de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine de la production animale afin de mettre en application les connaissances apprises. Puis, le troisième point ou la troisième thématique, c'est le développement personnel afin que l'Africain soit assez outillé à tout point de vue. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est la politique, car comme je l'ai dit, tout est politique dans notre vie. Ceci étant, on va commencer ce cours sur la strongylosis et je vous propose le plan suivant. On va commencer par une introduction, on va décrire le parasite, puis le cycle biologique. Nous parlerons des conséquences de la strongylosis, autrement dit les signes cliniques. Après cela, on posera le diagnostic, le traitement. Nous parlerons de la résistance aux anthelmintiques. Et enfin, nous finirons par une conclusion. Il faut dire que la strongylosis, c'est l'infection par des nématodes du genre Strongylus equinus du tractus gastro-intestinal des écudés. Puisque plus qu'une simple question de verre, la strongylosis équine et particulièrement sa forme larvaire représente un défi majeur pour la santé des chevaux. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on s'intéresse aux larves? En effet, la phase larvaire, le plus souvent sous-estimée, est la plus dévastatrice en termes de conséquences cliniques. Elle entraîne une boiterie intermittente à chaud, mais aussi des lésions vasculaires très graves. La strongylosis est un ennemi insidieux, une menace invisible dans les pâturages avec des conséquences de la cystostomose larvaire. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des strangles dans les fesses d'un cheval. Là, nous avons aussi des strangles. Pour ce qui est du parasite, il faut dire qu'il existe deux types de strangles. Il y a les grands strangles et les petits strangles. Les grands strangles, c'est surtout Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus et Strongylus equinus, qui étaient historiquement redoutables, mais qui sont aujourd'hui beaucoup moins fréquents et beaucoup moins dangereux à cause de l'évolution de la thérapie. Il y a Strongylus vulgaris, qui est le plus dangereux. Les formes larvaires migrent dans les artères, en particulier l'artère mésentérique crâniale, et causent des lésions vasculaires graves. Pour ce qui est des petits strangles, il s'agit de cyatostome ou silicostome, aujourd'hui, qui est le plus fréquent et le plus préoccupant, car il y a plus de 50 espèces. Leur particularité est la capacité de leurs larves à s'enquister dans la muqueuse du gros intestin, au niveau du cécum et du côlon. Et c'est cette phase larvaire qui sera le cœur de notre présentation. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le grand strangle. Là, nous avons les petits strangles. Et là, nous avons des œufs embryonnés de Strongylus. Pour ce qui est du cycle, il faut dire que le cycle de vie des strangles est un cycle monoxène. Il a un seul hôte. Les œufs de strangle sont excrétés dans les fesses par les chevaux. Ces œufs vont s'embryonner dans le milieu extérieur et donner des larves. Et ces larves vont évoluer en larves L1, L2, L3. Et c'est la larve L3 qui est la forme infestante qui va contaminer le pâturage et le cheval va se contaminer en consommant ce pâturage. Les larves vont migrer à l'intérieur du cheval. Pour ce qui est des grands strangles, ils ont une migration complexe et dévastatrice pour aller vers des organes tels que les artères, comme le foie, le péritoine. Pour les petits strangles, les larves L3 pénètrent au niveau de la muqueuse du gros intestin où elles peuvent se développer directement en adulte ou bien s'enquister sous forme de larves et commencer un processus qu'on appelle l'hypobiose. Et c'est ainsi que
ces larves vont devenir des adultes et les adultes, quant à eux, ils sont directement dans le côlon et dans le sécom. Pour ce qui est de l'hypobiose, il faut dire que c'est un processus au cours duquel les larves s'enquistent sous l'effet d'un certain nombre de conditions extérieures qui sont défavorables, telles que le phototropisme ou l'hygrotropisme. Mais aussi la réponse immunitaire de l'hôte peut être l'une des raisons pour lesquelles elles vont s'enquister. Elles peuvent rester enquistées durant des mois, voire même des années. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un cheval qui est contaminé. Dans ces matières fécales, il y a les œufs qui ne sont pas embryonnés. Là, les œufs s'embryonnent dans le milieu extérieur, puis donnent la larve L1, L2, L3. Et c'est la larve L3 qui contamine le pâturage au niveau duquel le cheval va se contaminer. Quelles sont les conséquences? Les conséquences des grandes strangles, en particulier Strongylus vulgaris. Il y aura des thromboartérites non suppurées, c'est une inflammation et un épaississement de la paroi artérielle entraînant la formation d'un caillot ou d'un thrombus. C'est pratiquement un anévrisme. Et qui dit anévrisme dit aussi des risques de rupture et par conséquent d'hémorragie interne et de mort. On peut aussi observer une boiterie intermittente à chaud par manque d'oxygénation des muscles sous l'effort physique. On peut observer une diminution de l'apport sanguin à l'intestin, pouvant entraîner des coliques ischémiques. Nous savons d'ores et déjà que la colique est l'une des pathologies qui fait souffrir le plus le cheval, mais si c'est une colique ischémique, elle est très grave. Elle peut provoquer une nécrose intestinale et la mort du cheval. Là, nous avons un cheval ayant une boiterie intermittente à chaud. Pour ce qui est des conséquences des petits strangles, c'est la cyatostomose larvaire aiguë. C'est un syndrome clinique grave et potentiellement mortel, résultant du déquistement massif et simultané de millions de larves qui étaient en hypobiose. Cela se produit le plus souvent en fin d'hiver ou en printemps, lorsque les conditions deviennent favorables au développement des adultes qui vont déclencher le déquistement. Le déquistement provoque des dommages considérables de la muqueuse intestinale, une inflammation aiguë et une fuite massive de protéines et de liquides. Pour ce qui est des signes cliniques, on peut observer une diarrhée sévère, profuse, persistante, des pertes du poids dramatiques et rapides, l'animal sera cachectique, des œdèmes périphériques marqués au niveau du ventre, au niveau des membres et au niveau des paupières, dû à la perte des protéines, autrement dit à l'hypoprotéinémie, une fièvre intermittente, des battements, de la léthargie, des coliques qui sont souvent légères à modérées, voire même persistantes, et enfin de l'anémie. Le pronostic est sombre avec des taux de mortalité élevés pouvant aller jusqu'à 50% et plus souvent avec un traitement agressif. Il faut aussi dire que la strongylose est une urgence vétérinaire absolue. Là, nous avons un cheval atteint de strongylose, nous voyons la cachexie. Là, nous voyons l'œdème dû à des fuites liquidiennes et à une hypoprotéinémie. Là, nous avons un cheval qui a fait des coliques et qui finalement nous a abandonnés. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que le diagnostic est un défi particulier, particulièrement pour la forme larvaire. Le diagnostic repose sur les signes cliniques, même si les signes cliniques sont souvent peu évocateurs, mais on observe la diarrhée, l'œdème, la perte du poids rapide. Pour ce qui est de l'examen de confirmation, il faut faire un examen coprologique et mieux, il faut compter le nombre d'œufs par gramme de matière fécale. Eh bien, la coprologie, le plus souvent, elle est négative, ou bien le nombre d'œufs comptés par gramme de matière est le plus souvent faible, car les larves sont le plus souvent enquistées, ce qui ne permet pas d'obtenir assez d'œufs. Et une fois après le déquistement, en ce moment, on peut observer un nombre d'œufs par gramme de matière fécale
qui est relativement plus important. On peut faire aussi l'examen sanguin. L'examen sanguin va montrer une hypoprotéinémie, une hypoalbuminémie, de l'anémie, en particulier la lignée de la leucocytose, en particulier les neutrophiles et les eosinophiles qui vont diminuer, qui vont augmenter, autant pour moi. On peut faire de l'échographie abdominale qui peut montrer un épaississement de la paroi intestinale. On peut s'informer sur l'historique d'une vermification ou d'une gestion du pâturage ou d'un stress. Et enfin, le diagnostic post-mortem peut exceptionnellement montrer la présence massive de larves au niveau de la muqueuse intestinale du cheval. Là, nous avons des petits strangles. Pour ce qui est du traitement, il faut dire que la stratégie adaptée est l'utilisation particulièrement du moxidectine, qui est le seul vermifuge à dose unique efficace contre les larves enquistées. Mais par contre, on peut aussi utiliser le fenbendazole à dose prolongée, 5 jours consécutivement. Le fenbendazole est également efficace, mais la résistance au fenbendazole est très répandue, ce qui limite son efficacité. Ben là, nous avons le pamoate de Pyrantel. Là aussi, une forme galénique. À ce traitement antiparasitaire, on peut rajouter la fluidothérapie, on peut rajouter la transfusion de plasma s'il y a une hypoprotéinémie. On peut rajouter les anti-inflammatoires pour réduire le processus inflammatoire au niveau des intestins. On peut faire de la nutrition assistée puisque l'animal est cachectique. En ce qui concerne la prévention, il faut dire que c'est là que la gestion préventive prend tout son sens. On peut faire une vermification ciblée et stratégique. Pour cela, on peut faire une coprologie et si la coprologie est positive, en ce moment, on peut décider d'utiliser la moxidectine pour prévenir les animaux. On peut aussi traiter le pâturage en faisant le ramassage régulier des crottins, en faisant une rotation des pâturages avec d'autres espèces animales. On peut faire du compostage pour tuer et empêcher que les œufs s'embryonnent et donnent des larves. Et on peut aussi éviter la surpopulation qui est un facteur de risque. Donc voilà des molécules qu'on peut utiliser comme l'Helmintex pour la prévention de la strongylose. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la résistance aux anthelmintiques qui est un défi majeur dans le cadre de la prise en charge. Et pourquoi? Parce que les larves enquistées sont protégées dans la muqueuse intestinale et par conséquent le traitement a peu d'action. La conséquence est l'échec du traitement et des risques accrus de strongylose larvaire. Donc pour faire face au problème de la résistance aux anthelmintiques, il faudrait rationner l'utilisation des vermifuges. Il ne faut pas faire de la vermification à l'aveuglette. Il faut utiliser la bonne molécule et à la bonne dose. Et on peut combiner des stratégies médicamenteuses et environnementales pour mieux gérer la strongylose. En conclusion, je dirais que plus qu'un simple ou plus qu'une simple question de vers, la strongylose équine, et particulièrement sous sa forme larvaire, présente un défi majeur pour la santé de nos chevaux. Il est important de déparasiter régulièrement les chevaux pour éviter les conséquences de la strongylose, comme la boiterie intermittente à chaud, comme le vascularite et surtout les coliques ischémiques. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la strongylose. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les membres du club équestre de Niamey en leur disant que la maison des éleveurs est à leur disposition. S'ils veulent déparasiter systématiquement leurs chevaux, eh bien, ils peuvent nous faire signe. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous à la prochaine fois.